bien, écoutez, nous sommes, après 3 séances qui ont été consacrées à un regard introspectif sur la Chine, sur la manière dont elle se perçoit elle-même, dont elle décrit sa politique étrangère, son action internationale. Nous allons passer maintenant au regard extérieur, notamment des voisins coréens, japonais, indiens, et sur la manière dont ils appréhendent les évolutions de la puissance chinoise, son rôle d'influence dans le monde. Alors on est très très heureux de retrouver Chung-Ming Lee, qui était déjà là en 2015 et qui a été un de ceux qui a contribué à faire démarrer cette chaire. Merci beaucoup Chung-Ming d'être là. La dernière fois, il avait été invité à l'occasion d'un de ses ouvrages qui était paru, qui allait paraître en fait en 2016, et il nous en avait fait la priorité de l'exposé, Fault Line in a Rising Asia, les lignes de faille dans une Asie en expansion. Et là, nous lui avons demandé de travailler un peu sur cette question que nous nous posons, de ces regards croisés sur la Chine. Vous le savez, il est professeur de relations internationales à l'université de Séoul, Yonsei. Par ailleurs, il a eu, à côté d'une carrière comme ambassadeur pour les affaires de sécurité internationale, un parcours académique varié, grande réputation qui l'amène à collaborer avec la Carnegie ou avec l'International Institute for Strategic Studies. Ses travaux portent essentiellement sur la problématique des grands équilibres de défense, les équilibres stratégiques en Asie. Alors, on est très heureux aussi d'accueillir Valérie Niquet, parce que ça fait plusieurs fois qu'on l'invite pour être discutante, participante à ces conférences, et elle pouvait être libre aujourd'hui. Alors vous le savez, elle est maître de recherche à la FRS, elle a été directrice du Centre Asie de l'IFRI, elle est traductrice de l'art de la guerre de Sun Tzu, et aussi du traité militaire de Zunbing, puisqu'elle maîtrise le chinois, ce qui, par ailleurs, est tout à fait remarquable et nous permet de bénéficier de ces traductions. Elle vient de faire paraître aux éditions Talendier un ouvrage, 100 questions sur la Chine, c'est ça ? La puissance chinoise en 100 questions. La puissance chinoise en 100 questions. Et d'ailleurs, je crois, on peut faire aussi un peu de publicité, même pour des enceintes qui sont extérieures. Je crois que vous en faites une présentation publique jeudi prochain, c'est ça ? Alors, il n'est pas certain que ça doit être souhaité, mais il y en aura une à l'IRSEM, ou je crois à l'école militaire, le 9 mars. Bon, alors, rendez-vous le 9 mars pour parler de ces questions. Comme d'habitude, je vais laisser la parole à notre conférencier, à Chung-Ming Lee, pour 45 minutes, 1 heure. Ensuite, le débat, l'intervention de Valérie Niquet, le débat entre eux, les questions de la salle qui, je pense, ne manqueront pas. Et moi, je vais essayer de me mettre un peu en retrait pour éviter de finir ébloui et à demi-borne. Chung-Ming, je te laisse la place. Premièrement, j'aimerais dire que c'est un véritable honneur d'être ici à nouveau pour la 2e fois. Et je tiens à remercier mon cher ami Louis et bien sûr ma chère amie Valérie, et aussi pour tous ceux qui m'ont permis d'être là. Je parle un certain nombre de langues étrangères, mais malheureusement, mon français est tout à fait limité. J'ai vécu à Paris dans ma jeunesse, quand j'avais 4 ans, quand mon père était fonctionnaire à l'ambassade coréenne, mais malheureusement, mon français n'a pas fait de progrès depuis lors. Donc, je vais m'exprimer en anglais, mais vous avez une interprétation simultanée. Et donc, avec votre indulgence, je vais commencer ma présentation et, encore une fois, vu la froidure à l'extérieur, eh bien, je suis ravi de pouvoir m'exprimer devant vous pour parler des questions critiques de sécurité. J'aimerais commencer par dire que quand Louis m'a posé cette question pour la première fois, il voulait savoir ce que les Asiatiques pensaient de l'essor de la Chine. Mais vu, je pense, l'importance de plus en plus prenante de la question nord-coréenne, il souhaitait que je passe un certain temps à parler de la Corée du Nord. Comme vous le savez, actuellement, les Jeux olympiques d'hiver sont en cours dans mon pays. Je suis sûr que la France aura une très bonne boisson de médailles
en fin de compte, mais il y a un certain nombre de questions très importantes qui se sont déroulées ces derniers jours et je vais les évoquer également. Le point essentiel que je souhaitais évoquer ce soir est de triple nature. Premièrement, l'essor de la Chine et ses effets sur la sécurité en Asie. Deuxièmement, bien sûr, le problème nord-coréen, duquel vous êtes tous familiers, et le fait que ce n'est pas simplement un problème local, mais aussi un problème régional et mondial. Et enfin, je souhaitais vous faire part de la vue qu'ont les Coréens du Sud de leur voisinage, y compris la Chine, le Japon et bien sûr la Corée du Nord. Et je ne vais pas trop prendre de temps parce que je souhaite passer plus de temps à répondre aux questions de l'Assemblée. L'une des questions essentielles que vous comprendrez tous, je crois, est ce qu'on appellerait, ce que moi j'appellerais le paradoxe asiatique. Du côté économique, à commencer par la Corée, le Japon, bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu l'essor des 4 tigres, et la Chine et l'Inde aussi. L'Asie a donc été une réussite sans parallèle du point de vue économique. Chacun d'entre vous ici, dans cette salle, possédait quelque chose qui vient d'Asie, et ces derniers jours, surtout quelque chose qui vient de Chine. La prospérité économique est donc quelque chose que les gens considèrent comme acquis. Mais c'est un véritable miracle qui s'est déroulé ces 15 ou 50 dernières années. Pour vous donner un simple exemple, quand la Chine a lancé les réformes en 1978, c'était l'un des pays les plus pauvres du monde du point de vue du revenu par habitant. En 1960, l'année de ma naissance, le revenu par habitant de la Corée du Sud était un petit peu inférieur à celui du Ghana. Voilà donc le point positif de l'histoire. Le point négatif est que toutes les questions économiques ont été entachées de l'un des plus grands problèmes de sécurité dans le monde. Je dirais même que l'Asie concentre la plupart des problèmes économiques du monde, problèmes de sécurité plutôt. Tout d'abord, une façon de voir l'essor de la Chine est de se demander ce à quoi ressemblera l'ordre mondial dans 15 ou 20 ans. La raison pour laquelle ce n'est pas un examen, ne vous méprenez pas, mais dans votre vie, tous les grands problèmes qui ont touché au monde auront une empreinte chinoise, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie. Et bon nombre de personnes, de nos jours, on parle de l'Estphalie, c'est la version orientale de l'ordre mondial westphalien qui régnait ces 300-400 dernières années. Je ne suis pas d'accord avec cette notion en particulier, mais ces 30 à 40 prochaines années, il y aura une concurrence entre un ordre régional plutôt sino-centré et un ordre mondial plutôt occidental qui ne s'affaiblit pas rapidement, mais qui est en évolution. Et le deuxième problème auquel nous sommes confrontés, à mon sens, surtout en Asie, est que si vous prenez cette carte que j'ai dessinée ici, en commençant par là d'où je viens, la péninsule coréenne, ou si vous prenez par exemple la relation sino-japonaise, ou bien ce que fait la Chine en mer de Chine méridionale, ou bien les différents indo-pakistanais, la plupart des grands problèmes sécuritaires en Asie ont une dimension chinoise. Et ça ne s'était jamais produit auparavant. Partant, on nous demande toujours, quand moi, j'ai grandi, j'ai vécu dans 10 pays différents. Et je me rappelle très bien quand l'Allemagne a été unifiée après la chute du mur de Berlin en novembre 89. Beaucoup dans mon pays ont étudié l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est et comment elles se sont unifiées. Et l'un des enseignements que l'on peut tirer de l'Allemagne ne peut pas s'appliquer à la Corée pour une grande raison.
la réunification allemande a eu lieu quand l'Union soviétique était proche de l'implosion. Gorbatchev n'avait pas de recours sinon qu'à accepter l'unification allemande. Et donc, un État, une Union soviétique très faible s'est traduite par la réunification allemande. Dans le cas coréen, si et quand les deux Corées devaient s'unifier, ça se produira à l'apogée de la puissance chinoise. C'est la grande différence entre l'Allemagne et la Corée. Et donc, la façon dont on va convaincre la Chine qu'une Corée unifiée est bonne pour la Chine sera l'un des plus grands problèmes politiques auxquels nous serons confrontés. Si vous prenez la Chine, le troisième problème, tel que je le vois, est qu'elle, maintenant, l'égale à bien des égards de la dominance maritime des États-Unis des dernières décennies. J'ai lu un article aujourd'hui qui disait que la Chine a annoncé que ces nouveaux chasseurs furtifs étaient opérationnels. La semaine prochaine, il y aura le docteur Tai Ming-chung qui va parler à ce cycle de conférences. Il est professeur à l'Université de San Diego en Californie. Et à mon avis, c'est l'une des plus grandes autorités du monde sur les capacités militaires chinoises et il pourra parler à l'Assemblée plus en profondeur de ces questions. Mais si vous prenez cette carte, ce que l'on appelle la deuxième chaîne d'îles, la Chine n'a pas simplement la puissance pour repousser les Américains en dehors du Pacifique, mais ils peuvent aussi contraindre toutes les actions les mesures que pourraient prendre les Américains en Asie, que ce soit en Corée, dans la mer de Chine orientale, au Japon, pour les îles Senkaku, ou bien la mer de Chine méridionale, ou bien même dans l'Indo-Pacifique. Et ça, c'est une mesure rapide des capacités militaires chinoises et américaines. C'est une étude menée par Rand, je crois, et selon cette étude, l'an dernier, en 2017, la Chine avait quasiment rattrapé l'Amérique. De ce fait, Donald Trump a annoncé une nouvelle revue de la posture nucléaire qui a été annoncée il y a seulement 2 semaines, et les Chinois sont tout à fait mécontents parce qu'ils se rendent compte que s'il y a une nouvelle concurrence au niveau nucléaire entre les États-Unis et la Chine doit dédier plus de moyens à la modernisation de son arsenal nucléaire, ce qui se fera au détriment de ses forces conventionnelles. Le dernier problème est qu'entre les États-Unis et la Chine, bon, il existe de nombreux problèmes, mais aussi pas mal d'opportunités. Mais si vous prenez toutes les zones où il pourrait y avoir un conflit éventuel, c'est par rapport à ce qui se passe en Corée. Et bien sûr, la flotte pacifique américaine s'inquiète de ce que fait la Chine en mer de Chine méridionale, mais surtout, le point est clair, c'est ce qui se produira sur la péninsule coréenne. Et l'un des arguments que je souhaitais développer eu égard à la Chine, avant de continuer, est que sa portée n'est plus simplement continentale, elle est panasiatique, et le plus grand avantage dont dispose la Chine, c'est qu'elle n'a pas besoin de projeter sa puissance dans l'ensemble du monde comme les États-Unis. Les États-Unis doivent projeter leur puissance à la fois en Asie et en Europe et aussi dans leur propre hémisphère occidental. Mais pour la Chine, la projection de puissance en Asie, pour l'instant, est plus que suffisante. À mon avis, comme je l'ai dit auparavant, le point le plus difficile que l'on verra entre la Chine et les États-Unis ces 10 à 20 prochaines années, c'est l'avenir du problème nord-coréen. Personne ne sait exactement quand ce problème sera résolu. Néanmoins, mon avis personnel est que l'on a tendance à sous-estimer le rôle chinois dans l'unification de la péninsule coréenne. Il y a bien sûr aussi le problème d'une surestimation des capacités chinoises. Vous le savez probablement, et je suis sûr que Valérie sera en mesure de donner son propre avis, la Chine affronte énormément de problèmes intérieurs, des problèmes sans équivalent. Et il est donc difficile de faire des projections pour savoir quelle sera
son impact. Mais si vous prenez l'histoire chinoise, il y a 2 pays qui ont vécu selon l'ordre mondial sinocentrique depuis 2000 ans et qui ont préservé leur propre culture. Et c'est au sud le Vietnam et en Asie du Nord-Est, c'est la Corée. Le Vietnam, comme vous le savez, a été colonisé directement par la Chine pendant 1000 ans et la Corée, pendant des centaines d'années, a été sous l'aile de différentes dynasties chinoises. Et donc, nous étions donc un État tributaire. Avec la montée en puissance de la Chine, je suis convaincu que le point de vue chinois sur le Vietnam et la Corée du Sud, ou bien même une Corée unifiée, n'est pas simplement que ce sera un autre pays, mais plutôt que cela fera partie de leur empire en croissance dans l'Asie. C'est une nouvelle forme d'impérialisme qui est très différente de l'impérialisme d'il y a 200 ans. Néanmoins, je pense que le président Xi Jinping va devenir ou est déjà le dirigeant le plus puissant qu'ait connu la Chine depuis Deng Xiaoping. Et il va probablement dépasser ce qu'a fait Deng Xiaoping. Néanmoins, mon argument principal est qu'entre les États-Unis et la Chine, la véritable lutte géopolitique se retrouve en Corée. Permettez-moi maintenant de porter mon attention sur ce qu'il se passe dans la péninsule coréenne. Lorsque l'on parle de l'Asie, on parle de la Chine, du Japon, de l'Inde, bien sûr, ces derniers temps, qui est un sujet très important, mais la Corée est quelque part coincée entre les deux. Mais les choses évoluent extrêmement rapidement en Corée, et personne ne peut vraiment prévoir où ils vont nous mener. Ces 50 dernières années, il y a eu un certain type de statu quo entre le Nord et la Sud, entre le Nord et le Sud, entre les États-Unis et la Chine, mais j'avancerai que le statu quo a maintenant évolué pour un certain nombre de raisons. L'une de ces raisons est, comme vous le savez, les capacités nucléaires croissantes de la Corée du Nord, alors même où nous parlons. Si vous prenez la Corée du Nord actuellement, je crois que pour ceux qui ne sont pas en Asie, c'est difficile de voir pourquoi c'est un si grand problème. Mais je vous dirais que je suis sûr que vous connaissez tous le Rubik's Cube. Si vous prenez un côté du cube, on a une couleur différente. Mais si on le fait tourner, la forme est différente. Et nous essayons de comprendre cela à l'aune de 4 dimensions différentes. Le point le plus important est qu'il faut éviter une autre guerre de Corée. Il faut améliorer les liens intercoréens, mais aussi nous assurer que l'on défende la Corée du Sud. Deuxièmement, il faut dénucléariser la Corée du Nord. Troisièmement, il faut atténuer les inquiétudes croissantes des États-Unis. Et enfin, il faut soutenir des mesures internationales, y compris des sanctions à l'encontre de la Corée du Nord. Ces 4 problématiques sont extrêmement difficiles à gérer individuellement et encore moins simultanément. Permettez-moi de dire que du point de vue américain, un bon nombre de mes amis américains sont de plus en plus angoissés parce que pour la première fois depuis 1945, en fait, on a une 3e puissance mondiale, enfin un pays du tiers-monde qui menace les États-Unis avec des missiles intercontinentaux. Ce n'est pas l'Iran, pas l'État islamique, pas Al-Qaïda, mais la Corée du Nord. C'est la menace géopolitique la plus importante que doit affronter l'Amérique actuellement. Le gouvernement Trump connaît de nombreux problèmes, bien sûr, et je ne peux pas parler au nom de l'administration américaine. Néanmoins, de plus en plus, il y a des appels, y compris de la part des députés américains, pour mener une attaque préventive contre la Corée du Nord. Je crois qu'une telle attaque serait une catastrophe. Toute attaque préventive contre la Corée du Nord de la part des Américains se traduirait quasiment automatiquement par une grande guerre en Corée. Et bien sûr, les Chinois s'impliqueraient.
Ces 4 problèmes doivent être relevés simultanément, mais personne n'a de véritablement bonne solution. C'est ça le problème. Et comme le dit mon ami Victor Chao, toutes les solutions sont mauvaises si l'on réfléchit à ce qu'il se passe en Corée du Nord. Le président Moon, qui est arrivé au pouvoir en mai 2017, comme vous le savez, l'ancienne présidente a été destituée et elle est en cours de jugement, et donc il y a eu une élection rapide en Corée du Nord, et le président Moon est au pouvoir depuis le mois de mai. Selon moi, le président Moon Jae est confronté à trois grands axes de politique extérieure. Premièrement, il souhaite préserver la détente avec les Coréens du Nord. Il souhaite aussi préserver la dissuasion par rapport à la Corée du Nord et aussi dénucléariser la Corée du Nord à terme. C'est une proposition très difficile. Et quel que soit le président sud-coréen, il est confronté à l'un des défis les plus difficiles dans l'histoire de la Corée du Sud. C'est pour cela que je crois qu'il est très important pour le président Moon et pour la Corée du Sud de construire un nouveau consensus national quant à l'approche vis-à-vis de la Corée du Nord. Si l'on regarde la télé actuellement, avec les Jeux Olympiques actuellement, nous avons mis sur pied une équipe conjointe entre le Nord et le Sud, mais la Corée du Nord est en train de mener une sorte de mini-offensive de la paix. Et ça, c'est quelque chose dont tout le monde a parlé, que ce soit CNN ou la BBC. Mais la Corée du Nord a dit encore et encore qu'elle n'irait jamais abandonner les armes nucléaires. Il est intéressant de voir que Kim Jong-un, dirigeant nord-coréen, a envoyé sa jeune sœur à Séoul comme l'une de ses envoyées spéciales. Ça, c'est une action très importante, très significative, parce que c'est la première fois qu'un membre de la dynastie, de la famille Kim, s'est rendu en Corée du Sud. Et le dirigeant, ou bien le président en titre de la Corée du Nord, Kim Jong-nam, s'était déjà rendu, mais la sœur de Kim Jong-un a envoyé au président Moon une invitation à un sommet coréen, et le président a répondu avec prudence que si les conditions étaient propices, bien sûr, nous irions poursuivre la voie de l'établissement d'un sommet entre les deux Corées. Beaucoup disent, et tout se produit à l'heure même où nous parlons, beaucoup avancent que les Jeux Olympiques de Pyeongchang se sont transformés en Jeux Olympiques de Pyongyang, du fait de l'offensive politique. Et c'est vrai, en partie, parce que les Nord-Coréens ont pu obtenir beaucoup de couverture médiatique, y compris avec les pom-pom girls, et surtout du fait que le président Moon a rencontré les envoyés nord-coréens. Mais si vous regardez les choses très en profondeur, avec beaucoup de soin, je pense que les Nord-Coréens qui sont présents au jeu actuellement voient ce qu'est vraiment la Corée du Nord. C'est un pays, la Corée du Sud, l'interprète se reprend. C'est un pays libre, la 12e économie du monde, un pays où il y a un débat politique très ouvert sur pas mal de sujets, peut-être même encore plus qu'en France. Et donc, les Coréens du Nord ne pourront pas dire cela publiquement, mais quand ils voient la Corée du Sud, ils voient beaucoup de divisions. Et c'est en fait comme cela que fonctionne la démocratie. La démocratie, c'est vraiment quelque chose d'abrupt, qui n'est pas lisse. Et c'est quelque chose que verront au fond les Nord-Coréens. Ils verront vraiment toutes les différences entre ces deux sociétés. Si vous prenez le régime nord-coréen, d'aucuns disent qu'il y a une étude très intéressante publiée par un professeur américain, John Myers, qui dit que la Corée du Nord n'est pas un État communiste, c'est en fait un État fasciste. Mon avis personnel est que, comme vous le savez tous,
c'est la seule dynastie communiste du monde et c'est une armée qui prétend être un pays, qui fait semblant d'être un pays. Et c'est un pays fortement impliqué dans le trafic de stupéfiants et du point de vue des droits de l'homme, c'est probablement l'un des pays les plus horribles du monde. C'est donc la Corée du Nord telle qu'on la connaît. Et je vais me concentrer sur l'un des problèmes essentiels. La Corée du Nord est un pays qui a environ 35 milliards de dollars de PIB, et j'y reviendrai plus tard. Et si vous étudiez cela, la population du Corée du Sud est plus grande de 50% par rapport à la Corée du Nord. La Corée du Nord dépense 25 à 30% de son PIB pour la défense. Ça, c'est un ratio très élevé pour un État aussi petit et appauvri. Si vous prenez ces chiffres, donc, environ 2 à 3 milliards de dollars, selon nos estimations, sont utilisés pour le programme nucléaire et la Corée du Nord a le plus grand stock d'armes biologiques et chimiques du monde. Et dans un pays où, bien sûr, la population souffre encore énormément des pénuries alimentaires. Si vous prenez la Corée du Nord depuis Kim Il-sung et Kim Jong-il, ici vous voyez le nombre de lancements de missiles sous Kim Jong-un. Un lancement d'ICBM permettrait ce que cela coûte, permettrait de nourrir l'ensemble de la population pendant un an, vu les approvisionnements en maïs. Eh bien, on dépense tout cela pour des armes de destruction massive et des missiles intercontinentaux. Pourquoi fait-il cela? Eh bien, c'est pour cela que les Américains s'inquiètent. C'est la première fois que cela permet de frapper les États-Unis avec ces armes. Kim Jong-un souhaite faire deux choses. Il souhaite être reconnu comme une puissance nucléaire et aussi pour sa réussite économique. Mais pourquoi n'a-t-il pas adopté des réformes comme la Chine ou le Vietnam? Eh bien, la réponse est très simple. C'est parce que le coût politique des réformes économiques sera beaucoup trop élevé. Avec les informations qui arriveraient en Corée du Nord, s'il y avait une évolution soudaine, selon moi, il y aurait des forces politiques incontrôlables qui seraient à l'œuvre. Et la seule chose dont dépend Kim Jong-un, ce sont les dollars, les espèces sonnantes et trébuchantes, et elles sont en train de s'amenuiser du fait des sanctions internationales. Beaucoup en Amérique parlent de l'effondrement de la Corée du Nord. Je ne crois pas que ça va se produire très rapidement. Si vous comprenez la nature du régime nord-coréen, c'est une dynastie communiste très resserrée, soutenue par une armée très puissante et par un parti très fidèle. Et la nomenclatura soutient également le régime. On sait, de par l'histoire, que les régimes totalitaires peuvent imploser très rapidement. Néanmoins, beaucoup de Coréens pensent que Kim Jong-un va rester au pouvoir pendant encore pas mal de temps. Pourquoi? Parce qu'il met surtout l'accent sur la préservation de la dynastie familiale. Ce que je souhaiterais faire, partant, ce que disent beaucoup de monde à Washington, ce que disent Trump et ses aides de camp, ils disent qu'on va détruire la Corée du Nord, on va empêcher la Corée du Nord de développer des armes nucléaires et des missiles intercontinentaux. Mais comme je le dis, il n'y a pas de bonne solution militaire. J'en ai parlé à beaucoup de militaires américains et de hauts fonctionnaires, et tous les scénarios sont extrêmement néfastes. Malgré la rhétorique très martiale de Donald Trump, je crois que les Américains n'auront pas d'autre choix que de se mettre à la table des négociations avec la Corée du Nord, tout en maintenant la pression par des sanctions encore plus agressives.
Ce sur quoi j'aimerais terminer, c'est certains sondages récents concernant la Corée du Sud. Vous pourriez penser que tous les Coréens sont pour l'unification quasiment instantanément. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les jeunes de 20-30 ans ne sont pas si portés sur l'unification en fait. Beaucoup de Coréens du Sud pensent que, bien sûr, une Corée unifiée doit être libre et démocratique, mais c'est exactement ce à quoi s'oppose la Corée du Nord. Donc il faut se demander s'il n'y a jamais eu un exemple historique où deux pays avec des systèmes politiques complètement contraires ont négocié pacifiquement pour devenir un seul pays unique. Je ne vois pas d'exemple unique dans l'histoire. Comme je l'ai dit auparavant, si vous reprenez le fait que la plupart des Coréens du Sud sont convaincus du fait que le régime nord-coréen ne va pas s'effondrer, en 2004, 74% pensaient qu'il y aurait une stabilité à long terme. Ça a un petit peu baissé en 2014, c'était seulement 60%. Néanmoins, la majorité des Coréens sont convaincus que la Corée du Nord est un régime durable. Et si l'on se demande quel pays est le plus grand frein à l'unification, en 2016, dans un sondage posé par l'un des grands think tanks coréens, 52% des répondants disaient que c'était la Chine le plus grand frein à l'unification. Dans un sondage différent, on demandait quel était le pays qui était le plus important pour l'unification coréenne. 36% ont répondu la Chine. Et ensuite, on a demandé quel pays, après l'unification, serait la plus grande menace pour la Corée. 37% ont répondu la Chine. La Chine est donc à la fois le plus grand facilitateur, mais aussi le plus grand problème pour l'unification coréenne. Et puisqu'il y a de plus en plus de liens économiques avec la Chine, la plupart des Coréens sont convaincus qu'économiquement, la Chine est très importante pour la Corée, mais du point de vue sécuritaire, bien sûr, ce sont les États-Unis qui ont leur importance. Et la question nucléaire, quand on demande aux gens s'il faudrait que la Corée du Sud se dote d'armes nucléaires, eh bien, étonnamment, 65% répondent oui. Oui, la Corée devrait avoir sa propre dissuasion nucléaire, un peu comme la force de frappe française. Et 31% y sont opposés. Quelle est la probabilité d'une guerre dans la Corée ? 58,9% répondent que c'est improbable et 35% pensent que c'est probable. Dernier point, il n'y a aucun autre pays dans le monde qui est comme la Corée, prise en tenaille entre les États-Unis et la Chine. Il n'y a aucun autre pays dans le monde qui ait eu des liens historiques et culturels aussi forts avec la Chine que la Corée. Parmi tous les pays limitrophes de la Chine, et il y en a 14, la Chine considère que la Corée est la plus proche du point de vue de l'histoire et de la culture. Mais en même temps, parmi tous les pays asiatiques, la Corée du Sud a l'une des alliances les plus importantes avec l'Amérique. Partant, si vous prenez la Corée, comme je le dis à mes amis, chaque fois que je vais à Washington, mes amis américains me demandent pourquoi les Coréens du Sud ne se font pas entendre plus fort concernant la menace chinoise, comme les Japonais le font par exemple. Et je leur pose une question. Savez-vous à combien de fois la Chine a attaqué le Japon dans l'histoire ? 0. Combien de fois la Chine a-t-elle attaqué la Corée ? Environ 700 fois. Et donc je leur dis que si l'on parle de la menace chinoise aux Japonais, c'est quelque chose de très psychologique, c'est quelque chose de tout à fait théorique. Mais pour les Coréens, c'est une question de vie ou de mort. Et donc je dis à mes amis américains, ne me parlez pas de la menace chinoise. Nous avons connu cela ces 2000 dernières années.
Mais en fin de compte, j'avancerai que du fait que nous sommes pris en tenaille entre la Chine et les États-Unis, nous sommes une démocratie. Nous croyons aux droits humains, nous croyons à la dignité des hommes, des femmes et des enfants. Et c'est pour cela, je crois, que nous sommes différents de la Chine, malgré les forces historiques que nous avons en commun. Et enfin, je ne parle pas français, mais vous devez tous être très fiers des 3 valeurs qui ont fondé la France actuelle: liberté, égalité, fraternité. Et je demande à mes amis français, là où vous êtes actuellement, le Brexit est le plus grand problème, et la Russie est le 2e plus grand problème. Mais en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, en tant que l'une des plus grandes puissances européennes, et en tant que pays qui met l'accent sur la démocratie et la liberté, je suis convaincu que la France a un rôle très important à jouer dans la communauté internationale pour pouvoir résoudre le problème nord-coréen. Sur ce, je vais m'en arrêter là et je vais donner la parole à Valérie. Je vous remercie infiniment.